Pharmasoft, c'est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique et aux communs culturels. Ça fait plus de 20 ans qu'on existe. On a trois grandes catégories d'actions. La première, c'est d'accompagner les internautes dans leur émancipation numérique. Ça passe principalement par la mise à disposition de services en ligne alternatifs à ceux des géants du web. Deuxième créneau, c'est vraiment le développement et la mise en œuvre de dispositifs d'éducation populaire où on va au-devant des internautes, des citoyens, des citoyennes pour leur donner des clés de compréhension de l'environnement numérique, des dominations qui sont exercées par les géants de la tech sur nos quotidiens numériques. Le logiciel libre, c'est un concept qui est né dans les années 80 aux États-Unis et qui implique, entre guillemets, de proposer, lorsqu'on crée un logiciel, une licence libre qui va permettre des usages qui sont très différents de ceux, on va dire, des produits informatiques autres, à savoir la possibilité d'utiliser comme on le souhaite le logiciel, l'accès au code source du logiciel, la possibilité de copier le logiciel et de le modifier. Aujourd'hui, à travers les technologies numériques, on recrée des systèmes politiques qui s'approchent du féodalisme avec donc des grands seigneurs qui seraient aujourd'hui les géants de la tech, qui imposeraient aux vassaux, je reprends les termes du féodalisme, aux vassals et aux vassaux, des usages, des pratiques contraignantes pour les exploiter au maximum. Alors en l'occurrence, c'est pas tant les individus, quoique à travers le travail des travailleurs et des travailleuses du clic, il y a quand même une exploitation très forte aussi des individus, mais c'est plutôt l'exploitation des données et des comportements que chaque internaute a en utilisant ces services. Suite aux révélations de l'affaire Snowden qui montraient qu'en fait tous les services numériques que tout le monde utilisait de manière majoritaire exploitaient les données et potentiellement à des fins de surveillance, on s'est dit que en fait on devait montrer, en proposant une liste d'outils alternatifs, qu'il était tout à fait possible en fait de se passer de ces outils dans notre société. Pendant plusieurs années, on a beaucoup travaillé à avoir une offre alors en français, enfin du coup pour les pays francophones, qui permettent à toute personne qui souhaite ne plus dépendre des géants du web de pouvoir trouver des alternatives à la hauteur en termes de fonctionnalité. La question de la dépendance en fait au service des géants du web, aujourd'hui peut-être elle est encore plus sensible vu les circonstances géopolitiques. On sait très bien que voilà, les tensions entre l'Europe, les États-Unis et la Chine sont assez fortes et font que si l'ensemble de nos usages numériques reposent sur des technologies et des services en ligne qui dépendent d'acteurs avec lesquels on n'est peut-être plus vraiment en phase, on peut se retrouver dans des situations stratégiques qui peuvent être complexes. Il y a 20 ans, vraiment, quand tu disais logiciel libre, personne ne savait de quoi tu parlais. Aujourd'hui, tout le monde utilise des logiciels libres sans même le savoir. Ça, c'est quand même intéressant. Voilà, t'as un téléphone sur Android, tu utilises du logiciel libre. Voilà. Tu utilises VLC, qui est le lecteur multimédia le plus utilisé, et tu utilises du logiciel libre en fait. Potentiellement, quand même, ça génère de plus en plus une connaissance de cet univers du libre, parce que la toxicité des services des géants du web, elle est de plus en plus dénoncée. Les institutions publiques, petit à petit, c'est pas... ça prend du temps, c'est des institutions publiques, quoi. On est sur des formes d'adoption qui sont plus longues, mais vont de plus en plus vers aussi les logiciels libres. Et voilà, là on est à Lyon, typiquement la métropole de Lyon, en fait, est vraiment dans des optiques d'adoption de plus en plus, que ce soit en interne pour ses usages j'allais dire professionnels, que dans des offres aux citoyennes et aux citoyens de proposer des outils basés sur ça. Le problème, c'est le capitalisme, c'est pas l'IA. C'est-à-dire que si l'IA, elle servait que dans certains cas d'usage qui sont là pour, par exemple,
développer l'équité entre les personnes, limiter des pratiques haineuses ou des pratiques de racisme, etc., elle serait sûrement plus tolérable. Tout ce sur quoi repose l'IA actuellement, donc l'IA capitaliste actuellement, en fait on le ferait de bonne façon, c'est-à-dire que certes l'extractivisme c'est toujours un problème, mais si déjà on le limite à certains usages, on en fait moins, et en plus potentiellement on va payer correctement les gens, on va pas les exploiter pour le faire. Donc en fait on pourrait avoir un modèle social autour de l'IA qui du coup serait acceptable, hors effectivement d'un système politique qui est celui qu'on subit aujourd'hui. Framamia.org est un site sur lequel on essaye d'expliquer comment fonctionne l'IA, parce qu'en fait aujourd'hui on se rend compte que pour plein de gens c'est quand même très obscur. Souvent quand on dit IA, les gens pensent ChatGPT, alors que l'IA c'est une multitude de projets techniques différents. Et ensuite on a aussi un travail fort sur voilà, quels sont les risques qui sont liés à ces usages de l'IA, quels sont les impacts, et particulièrement écologiques, économiques et sociaux. Et puis on a quand même dans ce site une dernière partie qui se veut très optimiste, qui sont, voilà, si on fait les bons choix pour l'IA, on pourrait avoir des IA qui seraient au service de la société, au service des citoyens et des citoyennes. Et pour ça on essaye de travailler sur quels seraient les critères d'une IA acceptable.